Bonjour, pour ce nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant, nous sommes de nouveau à Belle-Île-en-Mer. Cette seconde émission, consacrée à la plus grande des îles du Ponant, se concentre sur le secteur agricole et les dynamiques qu'il connaît actuellement. Plus qu'un état des lieux de l'agriculture belle-îloise, nous avons pensé que les initiatives portées par les acteurs de cette île étaient l'occasion d'envisager et de questionner les initiatives qui pourraient être mises en place sur les autres îles du Ponant pour accompagner le développement des activités agricoles. Autrefois, l'agriculture était une activité majeure pour l'ensemble des îles. Aujourd'hui, elle a disparu sur 2 d'entre elles. Sur la majorité, un petit nombre d'exploitations existent. Seuls Bas et Belle-Île-en-Mer se distinguent par un nombre important d'exploitations agricoles. La part des exploitations agricoles sur l'ensemble des entreprises permet d'évaluer l'importance de ce secteur par rapport aux autres. C'est à l'île de Bas que l'agriculture joue le rôle économique le plus important. Ces données permettent de distinguer 2 tendances parmi les îles du Ponant. D'un côté, certaines îles connaissent un renouveau agricole. On peut par exemple évoquer la relance du maraîchage bio à l'île de Groix, celle de l'élevage à Edic et à l'île d'Ar, ou la recherche actuelle de porteurs de projets agricoles sur Ouessant. De l'autre côté, l'activité agricole s'est maintenue sur les îles de Bas et Belle-Île-en-Mer. À Belle-Île, le nombre d'exploitations a cependant largement diminué, passant de 287 en 1963 à 36 aujourd'hui. Cependant, la surface agricole utile se maintient globalement. Elle représentait 37% du territoire en 1988 et 34% en 2010, soit 2886 hectares. On peut donc conclure que la baisse du nombre d'exploitations a été compensée par l'extension des surfaces agricoles de chacune. L'ancienneté de l'agriculture belle-îloise liée à la culture du blé a été évoquée lors de la précédente émission. Il n'est pas inutile de rappeler que le remembrement de 1765 a permis aux Belle-Îlois de devenir propriétaires de leurs terres et a ainsi marqué le début du modèle agricole traditionnel. Et ça a été le début de l'agriculture que toi tu as connue d'ailleurs, Marc, où aussi donc, on exploitait les landes, on semait de l'ajonc, parce qu'ils n'achetaient pas d'engrais. Donc ils utilisaient ça comme litière et avec le fumier qui sortait des étables, mélange de fumier et de litière, et ben ça leur faisait de l'engrais. C'était à peu près tout ce qu'on connaissait. Tout au sol tout le temps. La paille à remplacer, les bêtes ont couché dehors, moins besoin de litière. Ouais. Et puis on achetait des engrais. Oui. On achetait de l'engrais. Donc tu ne voyais pas le paysage hivernal comme on voit maintenant, rempli de fougères. Quoi, ouais. Alors que la meilleure terre est là-dedans. Un cheval rentrait, un tracteur ne rentre pas. Oui, et puis ça se faisait à la main, des fois. Chaque village a une bonne partie de terre. Souvent d'abord les villages, ils sont souvent à l'accord des vallons, juste au-dessus des vallons, dans les endroits qui drainent bien. En haut du vallon. En haut du vallon, voilà, des endroits qui drainent bien. Remarqué. Après, il y a le vallon qui fait partie de leur terroir, il y a des terrains plats, il y a des landes, il y a un peu de tout. Chaque territoire autour de chaque village est relativement bien équilibré. Ce qu'il y avait four, puits, autrement le reste c'est les bâtiments d'exploitation. Les airs à battre, voilà, c'était l'équipement d'un village où il y avait entre 2 et 4 exploitations, quoi. Oui, voilà. En moyenne. Oui, si, moi j'ai connu 4. Oui, voilà. Et après, on faisait les battanges en commun, c'était assez... On était unis. J'ai démarré de mon heure
parce qu'il n'y avait plus personne à la ferme. Et puis bon, j'avais 13 ans. Et après ça, j'ai emboîté le pas. C'était pas facile au départ, mais enfin bon. Et après ça, quand j'ai eu l'âge de faire un emprunt, j'ai pu emprunter et puis me débrouiller petit à petit comme ça, à faire ce qui se faisait globalement ici aussi, de l'élevage et un peu de culture de céréales, quoi. Alors il y avait des vaches laitières avec le lait, on faisait du beurre à l'époque, parce qu'il n'y a pas de ramassage de lait. Et autrement, je faisais des bœufs aussi, pour vendre à la boucherie, quoi, une boucherie locale. Des bœufs à l'engrais, quoi. Du Beurre, œufs. On gardait du beurre pour nous, puis voilà. on mangeait des poules ou des poulets, et du lard, on tuait les cochons, et puis... Mais si, et on allait à la pêche quand même. Ah oui, ah oui. La pêche, c'était un bon petit complément. Les araignées, c'est vrai. les vieilles. Les gens vivaient assez en autarcie, quoi. La ferme était là et les champs étaient autour. On n'allait pas courir plus loin, globalement. Les fermes étaient aussi globalement plus petites. Toi, tu parles de 30 hectares. Oui. Maintenant, une ferme, c'est 150. Ah oui. Ah oui. Le blé n'étant plus rentable, ils l'ont abandonné progressivement. Oui, c'est compliqué, ça. Et donc, ils ont fait le lait, parce que le lait, sans doute, une fois que tu as tes pâturages, et puis on vient de chercher ton lait, bon... Tu as un revenu fixe, tu sais ce que tu vas gagner. Aujourd'hui, selon les données de la CCBI, Belle-Île compte 36 exploitations qui combinent différentes productions. La production majeure est le lait de vache, avec 10 exploitations qui s'y consacrent principalement. L'île compte aussi 9 exploitations d'élevage de moutons, 5 exploitations d'élevage bovin pour la viande, 5 exploitations de maraîchage et d'horticulture, 3 exploitations d'élevage de chèvres, 2 exploitations d'élevage de chevaux et 2 entreprises d'apiculture. Cet état des lieux démontre une spécialisation agricole dans l'élevage. 2/3 des exploitations lui sont consacrées. Les caractéristiques des exploitations sont diverses. Par exemple, leur taille varie de 1 à 430 hectares. Notons que 2 des exploitations concentrent 31% de la surface agricole utile. Le développement et le maintien d'une agriculture spécialisée dans l'élevage ont nécessité la mise en place de services dédiés. La communauté de communes de Belle-Île-en-Mer a ainsi financé la construction d'un abattoir. 2500 ovins, veaux et porcs sont abattus annuellement. Cet équipement, nécessaire pour le maintien de l'activité, représente un coût pour la collectivité évalué à 300 000 € par an. La collecte de lait est une autre action menée par la communauté de communes pour soutenir l'agriculture. Chaque jour, un camion passe dans les différentes fermes pour collecter le lait. Il prend ensuite le bateau et livre cette production à une laiterie continentale. Cette organisation représente un surcoût pour les agriculteurs et un coût pour la collectivité d'un montant estimé à 70 000 € par an. Actuellement, la baisse des prix du lait et du nombre de bêtes abattues chaque année diminue, ce qui fragilise l'agriculture belle-îloise. Cependant, de nouvelles formes de valorisation des productions voient le jour et se développent. Nous avons fait le choix de nous intéresser prioritairement à ces dynamiques. La première de ces dynamiques consiste en une diversification de certaines exploitations vers l'agrotourisme. On peut citer l'exemple de la restauration d'anciens bâtis agricoles en gîte par André et Cécile de Guélec, ou encore les visites pédagogiques des ruches de Quentin Le Guillou. Cependant, cette valorisation de l'agriculture auprès des visiteurs de l'île reste peu développée, malgré le potentiel qu'elle représente. Une autre dynamique consiste en la valorisation financière des bonnes pratiques agricoles pour l'environnement. Elle a été portée par la communauté de communes à travers le projet agro-environnemental et climatique. Ça fait des années que les botanistes qui viennent à Belle-Île nous disent qu'on a des prairies qui sont très originales et remarquables. Et donc en 2016, on a mené une première étude sur les végétations de prairies qui met en évidence l'originalité du territoire par rapport au reste de la région. En fait, les particularités du sol, puisqu'on a un sol schisteux qui est très argileux, très humide l'hiver et très sec l'été, associé aux pratiques agricoles extensives des agriculteurs bellilois, a permis de maintenir une biodiversité et une diversité de prairies qui va se rapprocher de ce qu'on retrouve dans les prairies de montagne, dans les prairies d'alpage. Donc ces MAEC, ce sont des mesures agro-environnementales et climatiques. C'est en fait des contrats sur 5 ans qui indemnisent les exploitants qui s'engagent à maintenir ou développer des pratiques vertueuses pour l'environnement, au-delà de ce qui est obligatoire. Donc par exemple, on va avoir des MAE à la parcelle où l'exploitant s'engage à ne pas retourner la terre, à ne pas ajouter de produits phytosanitaires et
ne pas apporter d'engrais. C'est un projet qui s'inscrit dans un contexte européen. Donc, ces aides, elles viennent de la politique agricole commune. On a eu un fort engouement sur Belle-Île au niveau des contractualisations et on est le territoire qui a le plus fort taux de contractualisation par rapport à la région. En fait, je pense que les MAE, c'est un outil intéressant justement parce que ça aide à maintenir des pratiques agricoles qui sont déjà en place et jusqu'à aujourd'hui, les pratiques agricoles de Belle-Île ont créé de la biodiversité et c'est ce qu'on cherche à maintenir aujourd'hui. Troisième dynamique, c'est la valorisation de la production laitière grâce au projet de la fromagerie Pilou. Je me suis rendu compte que l'intégralité du lait de vache partait sur le continent. Donc il y avait vraiment une raison de le valoriser sur place, quoi. Alors en fait, quand j'ai commencé à chercher un agriculteur avec qui travailler, pour me fournir du lait, moi j'avais un cahier des charges qui était assez simple en termes de litrage, de qualité, donc qui sous-entendait pas de nourriture OGM, le plus de pâturage possible, etc. Et puis le prix. Et il a fallu changer certaines pratiques, donc diminuer la part de maïs. Donc il faut admettre une baisse de production. Il y a encore 3-4 ans, la laiterie m'a rémunéré mieux que Maud actuellement. Après, c'est plus le cas, c'est la tendance du marché. On a fait une moyenne au prix où Maud s'y retrouve et nous aussi maintenant sur la ferme. La production totale sur l'élevage, on est à 260 000 litres de production. Donc il y a un tiers qui part à la fromagerie, donc avec Maud. Et 2 tiers donc à Lactalis encore. Franck m'amène le lait où je vais le chercher et ensuite je le fabrique directement, donc je ne le stocke pas. C'est vraiment le lait super frais que je fabrique directement, soit en tome, soit en pilou, en pâte pressée, etc. Et du coup après le process de fabrication, il s'étale sur quelques jours, parce qu'il y a plusieurs temps, le temps de pressage, salage, après la mise en cave, etc. Il y a beaucoup de visiteurs qui sont vraiment à la recherche de production locale, de qualité, circuit court, et puis ça fait partie du terroir, quoi. Ça va faire 3 ans, donc Maud était venue me rencontrer pour présenter son projet, que j'ai trouvé un peu ambitieux. C'était nouveau sur Belle-Île quand même, ce genre de procédé, donc de coopération d'un transformateur avec un producteur. Les gens nous remercient de faire du bon lait, du lait pour en faire du fromage. C'est gratifiant. Il a fallu attendre 10 ans pour que je m'en aperçoive. La quatrième dynamique est collective et ancienne. Depuis 10 ans, une douzaine d'exploitants se sont réunis au sein du coin des producteurs pour créer un laboratoire de découpe et de transformation de viande et un local de vente commun. Le partage de cet outil visait à mieux valoriser leurs produits auprès des consommateurs locaux, tout en économisant du temps de vente à la ferme. Ce local, ouvert 9 heures par semaine en basse saison et 12 heures en haute saison, permet de découvrir toute la diversité des productions belle-îloises. Les exploitants ont donc un nouveau métier auquel ils se sont adaptés, celui de vendeur. Plus on avançait dans le temps, plus on essayait de combler le local de vente. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on faisait la volaille, mais pourquoi pas des magrets fumés. Donc plus les gens demandaient quelque chose, plus on le faisait. On a augmenté notre élevage. On fait de la volaille, les agneaux, les porcs. C'est vrai que les touristes, on a besoin d'eux. Il faut calculer sa saison. Là, vous partez sur quelques litrages de lait, comme l'été, vous triplez. On est reconnu. Quand on vend nos produits, ils ont une image devant, c'est nous, éleveurs. Il va y avoir le contact avec le client. Ouais. Savoir parler, expliquer tous les morceaux de viande, il a fallu qu'on apprenne aussi. On a appris sur avec les autres. Hein. Oui. C'est bien. C'est bien aussi, un échange, comme les fromages de chef. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir le contact avec les clients, de ne pas être enfermé chez soi. Le succès que connaît ce point de vente direct oblige aujourd'hui l'association à se réorganiser.
le matériel n'est plus adapté à l'évolution de la demande des gens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'ouvrir plus de jours si on ne peut pas nous produire derrière, étant donné qu'on est à la vente. Moi, ce que je voudrais, c'est faire de l'emploi, parce qu'on a la possibilité, même en augmentant un petit peu notre pourcentage et en produisant plus, sans être à la vente, à ce moment-là, on a un potentiel pour vivre nous-mêmes tous là, sur l'exploitation avec le coin des producteurs. Et il y a la demande autrement dans les restaurants, dans les crêperies ou autres. On n'arrive même pas à suffire aujourd'hui. Tout ce qu'on produit là, les restaurants, on n'a rien du tout. On ne le fait pas. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est, on se restructure aujourd'hui, essayer d'avoir tous les agriculteurs, faire un genre de pôle agricole. S'agrandir un petit peu, c'est-à-dire avoir un autre terrain, à nous. acheter un terrain à nous, avoir notre structure à nous, ne plus être en location. Et puis avoir un labo tout beau, tout neuf. Puis essayer de fédérer tous les agriculteurs pour avoir une petite usine à côté en même temps. Voilà. Pour le lait. Cette dynamique collective en cours de structuration s'exprime également à travers le regroupement des différents acteurs du secteur agricole et des élus pour protéger ensemble le foncier agricole, véritable enjeu du maintien de l'agriculture à Belle-Île. On se rend compte que maintenant, de plus en plus, il y a une demande de terrains, mais des terrains qui sont déjà entretenus par des agriculteurs. Et c'est souvent des gens qui veulent agrandir leur propriété. C'est-à-dire que c'est formidable de voir un terrain qui est propre, il y a quelques moutons, mais bon. Alors on veut agrandir sa propriété, mais le problème c'est qu'on ne se rend pas compte, une année sans pâture, la friche revient vite. Et puis le souci qu'on a à Belle-Île, c'est qu'il n'y a pas du tout de beau. On a tous prêté notre terrain, on va dire, aux cousins, aux voisins, parce que lui est agriculteur et on se rend compte que maintenant, quelques générations après, ça se retrouve en indivision. Donc s'il y a un acquéreur qui arrive là avec un gros chèque, c'est vrai que on se fait un petit peu. C'est une des difficultés, ce qui fait que on a par exemple un éleveur qui a déjà perdu depuis 1 an et demi une vingtaine d'hectares. Du fait de la non-existence de bail. Moi, je sais que sur la commune, à l'automne, s'est vendue une propriété qui avait été installée, enfin des gens se sont installés il y a 18 ans par la SAFER, ont acheté de la terre agricole à 40 000 €. On construit donc leur maison d'habitation, on fait un petit peu d'élevage de moutons. Ça a duré 3-4 ans, mais bon, ils sont restés quand même propriétaires de leur maison. Et au bout de 15 ans, ce qu'ils avaient acquis, 40 000 €, c'est parti à 850 000 € pour des résidences secondaires. Alors par contre, à côté de ça, on a des demandes d'installation. On reçoit des demandes, toc toc, je viens à la mairie, j'ai besoin d'un terrain, mais nous, on n'a pas de réserve foncière. Et c'est pour ça qu'on est en train de monter un comité agricole avec donc le CPIE, le Centre permanent d'initiative à l'environnement, notre maison de la nature, qui est vraiment le porte-parole de nos agriculteurs à Belle-Île et qui fait un travail formidable. Jeanne Roche, Terre de Liens, des élus et puis quelques agriculteurs. Ça a permis d'avancer et de se dire, là, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il est temps peut-être un petit peu d'ouvrir les yeux. Au-delà de la protection des terrains des agriculteurs déjà installés, se pose la question de l'installation de nouveaux projets agricoles portés par de nouveaux acteurs comme Clémence et Florian, installés à Lanney-sur-l'Île depuis plus de 10 ans. C'est pas nos métiers qui nous ont conduits à cette envie en fait, c'est plus quand on allait faire nos courses. On allait beaucoup au coin des producteurs et on essaye d'acheter tout ce qu'on peut ici. On a remarqué qu'il n'y avait pas de fruits à vendre et puis on aime aussi beaucoup se promener. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de vallons enfrichés et que traditionnellement les fruitiers étaient plantés soit près des villages, vraiment dans les jardins des maisons, soit dans les vallons. Et qu'en tout cas les vallons sont un milieu idéal pour faire pousser des arbres fruitiers, extrêmement bien protégés des vents et souvent bien ensoleillé, avec une terre la plupart du temps plus riche qu'ailleurs. On a pris d'abord une carte de l'île, ouais. On a repéré les zones qui correspondaient à tous nos critères
Et puis, par ordre de préférence, a priori, on les a visités. Avec une machette souvent parce que c'était totalement friché, vraiment la jungle, et ensuite en allant au cadastre. Et donc là, dans cette première étape, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'on avait la liste des noms des gens, on essayait de trouver leur numéro de téléphone et on les appelait. En fait, on a cherché vraiment activement pendant 2 ans et on s'est mangé que des portes. Voilà, on a été confronté au fait que le parcellaire était très découpé, que ça appartenait parfois à des gens qui habitaient pas du tout là ou qui habitaient là mais qui avaient un rapport très affectif au vallon. Et du coup, quand on s'y est recollé, on s'est dit qu'il fallait qu'on procède autrement et qu'on soit moins frontal en fait, et qu'on ait finalement plus le temps d'expliquer. Et du coup, on s'est dit qu'une lettre, c'était sans doute plus facile pour la personne qui la recevait de prendre le temps de comprendre le projet et de se faire à cette idée. Et bien à partir du moment où on a fait comme ça, on n'a eu que des réponses positives. Alors. Après 5 ans de recherche, ils ont trouvé le terrain qu'ils cherchaient en décembre et ont commencé à y travailler à raison de 3 journées par semaine chacun. Pour l'instant, on s'est concentré sur l'ouverture d'accès, de chemin pour accéder à peu près à toutes les zones du terrain. On a commencé une pépinière pour élever des arbres, qu'on a fait des greffes sur des sauvages, sur des pruneliers et des aubépines. Le gros de la plantation, ça va être l'année prochaine. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des fruits toute l'année, en fait. Avec un maximum de diversité et un minimum de rationalité pour la cueillette. Tous les gens à qui on en a parlé ont trouvé ça super, ont trouvé ça très intéressant. Certains ont trouvé ça un peu fou et fantaisiste, mais la plupart étaient vraiment touchés qu'on refasse quelque chose, qu'on ait envie de faire quelque chose dans les vallons. Pour conclure cette émission et ouvrir la réflexion au futur de l'agriculture belle-îloise, voici les questions de la fin. Quelle est la principale difficulté de l'agriculture belle-îloise aujourd'hui ? De garder le foncier et puis de pouvoir vendre ses produits. Il y a une petite baisse dans l'activité abattoir au niveau des ovins cette année. Le prix des produits qui n'est pas assez élevé. Valoriser les productions correctement. S'unir, je veux dire. Quel est le principal atout pour développer le secteur agricole sur Belle-Île ? La beauté du site. On a de la chance quand même d'être un pays touristique, c'est ça qui fait vivre l'agriculture. On a une agriculture qui est déjà extensive, on a une grande surface de prairies, on a une grande surface agricole sur l'île. On a un marché local qui est conséquent avec une population de 5000 habitants. On a une clientèle touristique qui est en forte demande de produits locaux de qualité. Donc il y a beaucoup d'atouts à Belle-Île. Quelle nouvelle activité agricole pourrait être créée ? Il y a un projet de vigne, il y a un projet aussi de culture de spiruline. L'arboriculture pourrait se faire. Pain, œuf et vigne. Un paysan boulanger, pourquoi pas ? Je pense que plein de gens pourraient vivre de l'agriculture ici, mais sur des petites formes. Comment voyez-vous l'avenir du secteur agricole d'ici 10 à 20 ans selon un scénario positif et un scénario négatif ? Ils se réunissent, ils ont leur chance de réussir, mais moi je n'ai pas la clé pour augmenter le prix de leurs produits, quoi. Le scénario positif, c'est s'ils arrivent à trouver l'option qui consiste à essayer de produire pour vendre localement, de transformer pour vendre localement. Je pense que ça maintiendra une bonne agriculture. Je la vois encore dynamique. Si les projets de collectivité, collectifs sont instaurés, si vraiment il y a une fédération entre éleveurs, on va faire un beau projet, que ce soit les autres collègues laitiers, le coin des producteurs. Sinon, moi j'ai peur à notre abattoir, c'est le nôtre. J'ai peur à la collecte de lait et ça donnera pas envie, surtout à nos enfants, de reprendre des fermes. Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors, lorsque je regarde des cartes postales des paysages îliens du début du XXe, je suis toujours impressionné, parfois nostalgique. Pour 2 raisons. Les îles sont de véritables jardins et l'arbre est totalement absent. Les Iliens d'alors sont économes de leur territoire. Chaque mètre carré est cultivé,
le bâti ramassé autour des villages, autour des hameaux. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, puisque les constructions se sont largement étendues, certains diront trop étendues, et la friche domine maintenant le paysage au point de le fermer. Dans ce contexte, le cas de Belle-Île est intéressant. Cette île possède de nombreux atouts. Une tradition agricole ancienne, une population importante hiver comme été, des potentialités agronomiques et une structure d'accompagnement qui est très utile et très investie. Comme nous l'avons vu, plusieurs initiatives sont prises par les Belle-Îlois pour imaginer de nouveaux produits agricoles, de nouvelles filières et des systèmes de distribution. Ce qui se passe aujourd'hui à Belle-Île dans le domaine agricole se retrouve sur la plupart des îles à des degrés divers. Ainsi, il y a une dynamique qui se crée incontestablement. Elle est relayée par les communes insulaires qui voient dans cette activité non seulement un potentiel d'emploi, mais aussi des modalités de gestion des paysages. Un réseau interîles se met actuellement en place et une marque est en cours de création pour valoriser ses productions. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Des problèmes demeurent, notamment fonciers, comme on l'a vu dans d'autres domaines. Pour lancer une activité agricole, il faut non seulement trouver des terres, souvent les remettre en état, mais il faut également pouvoir construire des bâtiments et des équipements indispensables pour l'activité. Plusieurs exemples récents montrent que ces limites constituent trop souvent un frein pour le développement des activités agricoles. Des solutions restent à trouver dans ce domaine, elles seront déterminantes pour l'avenir de ces activités. C'est la fin de cette émission consacrée aux dynamiques agricoles insulaires. On se retrouve au mois de juin pour un nouveau Idéil Magazine consacré à l'île d'Ar. Au revoir.